Alors, je ne vais pas insister beaucoup sur l'importance de l'alimentation pour les nourrissons et pour le début de vie. On est en pleine période de croissance rapide et c'est vrai qu'en particulier l'alimentation lactée tout au début de la vie est très importante et d'où des recommandations qui sont à peu près les mêmes au niveau international et au niveau national, comme on va le voir, en commençant tout d'abord par les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc qui préconise un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Je reviendrai après sur le terme d'exclusif qui pose un certain nombre de problèmes de définition. Donc qui préconise donc un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et sa poursuite, si possible, jusqu'à 2 ans, associée donc après à une alimentation un peu plus diversifiée au fur et à mesure du temps. Au niveau de la France, le programme national nutrition santé donc, qui a été lancé en 2001 avait aussi des recommandations en matière d'allaitement maternel un peu plus modestes. Donc là, il préconisait un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et au moins jusqu'à 4 mois pour un bénéfice santé. Des recommandations qui sont un peu en deçà de celles de l'OMS, mais qui sont en fait à peu près alignées dans la plupart des pays développés. Alors, dans le cadre du programme national de nutrition santé, il y avait toute une réflexion. Alors, le programme lui-même était plus général, mais sur l'allaitement maternel et sur l'alimentation des nourrissons, il y avait eu des travaux particuliers qui avaient été lancés et qui avaient débouché sur un rapport du professeur Dominique Turc en juin 2010 qui préconisait donc la promotion de l'allaitement maternel, qui avait été repris un peu avant d'ailleurs par les travaux de l'Académie nationale de médecine, donc qui préconisait aussi un plan d'action pour promouvoir l'allaitement maternel. Alors, je voudrais rapidement d'abord revenir sur les bénéfices et les bienfaits de l'allaitement maternel. Ça va être des choses qui sont super connues pour un certain nombre d'entre vous, mais peut-être pas pour tous. Et mon premier souci, c'est d'essayer de faire le tri un peu entre ce qu'on retrouve dans la littérature et d'essayer de séparer ces différents effets, ces bienfaits qui sont plus ou moins reconnus de l'allaitement maternel selon le niveau de preuve qu'on peut retrouver dans la littérature. Alors, pour ce qui est de la santé des enfants, on a un certain nombre de bienfaits et de bénéfices liés à l'allaitement maternel avec un niveau de preuve plutôt élevé, voire très élevé. Donc ça concerne tout ce qui est infection gastro-intestinale, les infections et les affections de la sphère ORL, otite, infections respiratoires, les entérocolites ulcéro-nécrosantes. On sait que l'allaitement maternel est protecteur aussi en matière de mort subite du nourrisson et en matière de malocclusion. Après, on a un certain nombre de choses qui sont plus ou moins discutées, mais on a un niveau de preuve qui est un peu plus limité en matière d'asthme et en matière de rhinite allergique. On sait qu'il y a des études qui ont été menées et qui montrent essentiellement un bénéfice pour les enfants à risque allergique. Après, il y a un certain nombre de points pour lesquels les études sont plus controversées. Il s'agit du surpoids, la protection en matière de surpoids et obésité dans le devenir de ces enfants, une apparition du diabète de type 2, et il y a un certain nombre d'études qui ont montré un bénéfice en matière de quotient intellectuel. Il y en a assez peu pour le moment, il y en a quelques-unes, il y en a d'autres qui sont controversées et qui vont dans l'autre sens. La difficulté sur ce type de pathologie et de bénéfices éventuels de l'allaitement maternel, c'est de pouvoir monter en fait des essais quasiment cliniques qui nous permettraient d'avoir des preuves suffisantes d'un bénéfice en matière de surpoids, de diabète et de quotient intellectuel. Alors il y a un essai qui a été mené, un essai d'intervention qui a été mené en Biélorussie qui s'appelle PROBIT, qui a entre autres montré qu'il n'y avait pas de bénéfice en matière de surpoids et obésité dans le devenir des enfants allaités par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Donc voilà, et là, donc les études sur PROBIT, c'est une étude qui a commencé à la fin des années 90, donc qui sont en train de se poursuivre. Il y a un certain nombre de papiers qui sortent chaque année. Et là, je vais vous citer un des papiers qui sont sortis dans le Lancet l'an passé, qui reprend l'ensemble de ces données en matière de bienfaits et de bénéfices de l'allaitement maternel, et qui reprend également un certain nombre de données en matière de taux d'allaitement dans les différents pays. Donc là, pareil, par niveau de preuve, on a un niveau de preuve élevé pour la réduction de la durée de l'aménorrhée, les infections et les hémorragies du postpartum, et les cancers du sein. On a vu il y a quelques années que le WCRF avait recommandé donc l'allaitement maternel pour protéger du cancer du sein. On a un niveau de preuve un peu plus limité en matière de cancer ovarien. Et puis après, pareil comme pour les enfants, on a un certain nombre d'études qui sont controversées ou contradictoires en matière de diabète et en matière de perte du poids postpartum.
entre les femmes qui allaitent et celles qui n'allaitent pas leur enfant. Alors, on a quand même suffisamment de bénéfices qui sont reconnus pour promouvoir l'allaitement maternel. On sait aussi que ça améliore la relation mère-enfant. Donc toutes ces raisons font que dans la plupart des pays, on a choisi de promouvoir l'allaitement maternel. Alors, je le dis tout de suite maintenant, là, ce qui est clair aussi, c'est qu'un allaitement maternel, pour pouvoir marcher, pour être bénéfique, il faut qu'il soit choisi par la mère, éventuellement par le père aussi. Mais c'est vrai que ça doit être un choix individuel des mamans en premier lieu. Alors, au niveau de l'épidémiologie et des taux d'allaitement, je commence par des taux d'initiation d'allaitement, c'est-à-dire c'est les taux d'initiation qu'on retrouve au moment où les mères sortent de la maternité en général. Donc là, la plupart des pays, on est autour de 80%, aussi bien dans les pays en voie de développement qu'en dans les pays développés. J'ai mis quelques exemples là. On a en particulier les pays de l'Europe du Nord, la Norvège par exemple, où 99% des femmes qui sortent de la maternité sont en train d'allaiter leur nouveau-né. En France, on est un peu plus bas, 69%, on pourra y revenir. En 2010, il y avait 3 pays parmi les pays développés qui étaient en dessous de ce seuil de 80% d'allaitement à la sortie de la maternité. Il s'agissait des USA, de l'Espagne et de la France. Donc. Les USA, depuis, ont franchi cette barre des 80%. Selon les études, ils sont entre 85 et 90% maintenant. L'Espagne, je n'ai pas réussi à retrouver de chiffres récents. Et donc la France, on est toujours en dessous. Alors après, il y a à la fois l'initiation de l'allaitement en début de vie, et après, ce qui nous intéresse également, et en particulier par rapport aux bénéfices dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi d'avoir un allaitement qui dure plus ou moins longtemps après la naissance de l'enfant. Donc on a aussi des données sur des taux d'allaitement à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Là, j'ai retenu les chiffres des taux d'allaitement à 6 mois de vie des enfants. Dans les pays en voie de développement, on est autour de 80% à 6 mois. Dans les pays développés, on est beaucoup plus bas, avec des taux d'allaitement à 6 mois qui tournent autour de 40%. Alors pareil, avec des écarts qui sont très importants. En Norvège, toujours, on est à 82% d'enfants qui sont encore allaités à 6 mois, c'est énorme. En France, dans les dernières données dont on reparlera tout à l'heure, on est à 23%. Et puis j'ai trouvé également donc, des données qui concernaient l'allaitement exclusif. Donc là, c'était des données en Allemagne et en Suisse, 22%, 14%. Il faut savoir qu'en France, actuellement, à 6 mois, on est autour de 3% d'allaitement exclusif. Alors le problème de l'exclusivité de l'allaitement, c'est un problème de définition. On va voir que selon les études, on ne met pas la même chose sous ce terme qui peut être plus ou moins appréhendé. Globalement, en France, on avait assez peu de données au niveau national, en tout cas. On avait les enquêtes nationales périnatales donc, qui existent depuis les années 90. Il y avait 2 enquêtes qui avaient été faites au milieu des années 70. Donc à l'époque, on était en dessous de 50%, bien en dessous de 50% d'enfants allaités à la sortie de la maternité. La barre des 50% a été franchie dans les années 90. Et puis après, on a eu une petite montée un peu avant les années 2000. Et actuellement, donc, la dernière enquête nationale périnatale, alors pas la toute dernière, mais la précédente en 2010, annonçait évaluer un taux d'allaitement à la maternité de 69%. Donc voilà, c'était quasiment au niveau national les seules études et les seules données qu'on avait jusqu'à maintenant. En 2011, vous le savez, il y a une grande enquête, une cohorte qui s'appelle la cohorte ELF qui a été lancée. Et dans les premiers résultats de début d'analyse de cette cohorte, on avait un taux d'allaitement maternel à la maternité en 2011, donc qui était de 70%, donc à peu près équivalent à ceux des enquêtes nationales périnatales. Alors, ça c'était pour le taux d'allaitement à la maternité ou le taux d'initiation. En matière de durée d'allaitement maternel, on avait encore moins de données au niveau national en France. Dans les années 85-95, on a eu un certain nombre de données dans des études locales ou régionales. On tournait alors à l'époque avec des taux d'initiation de l'allaitement qui étaient autour de 35-56%, et la médiane de l'allaitement maternel à l'époque avait été estimée entre 8 et 10 semaines d'allaitement total à cette époque-là. Ensuite, on a une étude qui a été réalisée à Antoine Béclair en 2002 avec des taux d'initiation de l'allaitement à la maternité qui tournaient autour de 73%, et avec, à 6 mois, 22% d'enfants qui étaient encore allaités. Et puis en 2003-2006, il y a eu l'étude Eden qui a été réalisée dans 2 maternités à Poitiers et Nancy, et qui estimait des taux d'allaitement de 71% à la maternité et de 19% à 6 mois. Et puis on a eu des études au Pays de Loire en 2007 qui estimaient une médiane d'allaitement maternel autour de 15 semaines. Voilà pour les données en matière de
de durée d'allaitement et très peu donc, de données, quasiment pas de données françaises nationales en matière de durée. Alors dans ce contexte-là, l'Institut de veille sanitaire à l'époque, donc l'Agence nationale de santé publique et la DGS avaient décidé de lancer une étude descriptive. Donc les objectifs, c'était de décrire les pratiques en matière d'allaitement maternel, mais également en matière d'utilisation des préparations pour nourrissons du commerce, et puis également de décrire les pratiques en matière de diversification alimentaire. Donc là, je vais vous présenter rapidement ces résultats en matière à la fois d'initiation d'allaitement maternel, de durée, et puis essayer de voir aussi les associations qu'il peut y avoir, qui sont associées à déjà un taux d'allaitement important à la maternité, et puis ensuite à un temps d'allaitement maternel qui dure plus ou moins longtemps selon un certain nombre de caractéristiques des mères et des accouchements. Rapidement, je vous montrerai une diapositive sur les causes d'arrêt de l'allaitement qui ont été recueillies dans cette enquête. Et puis je voudrais terminer avec un petit focus sur les effets de la reprise du travail sur la durée de l'allaitement. Alors, rapidement sur les méthodes, Epiphan, c'était une enquête par sondage aléatoire, stratifier les maternités. Les maternités ont été tirées au sort selon le nombre de leur accouchement, en dehors donc, des maternités qui avaient réalisé moins d'un accouchement par jour. C'était une exclusion de 35 maternités sur les un peu moins de 550 maternités que comptait la France à cette époque-là. Les strates étaient un découpage des maternités selon le croisement de 5 grandes régions, et puis des 3 niveaux d'équipement en statut public et 2 niveaux d'équipement des maternités du statut privé. Alors, dans chacune des maternités qui avaient été sélectionnées, 25 naissances ont été recrutées par les sages-femmes de ces maternités. Elles étaient recrutées en continu à partir d'une date précise. Elles ont toutes été recrutées sur le premier trimestre de l'année 2012. Le recueil des données avait lieu donc à la maternité, par questionnaire. Il y avait un questionnaire qui était rempli par les sages-femmes, et puis un questionnaire qui était rempli par les mamans. Et ensuite, les enfants étaient suivis jusqu'à 1 an avec un recueil à 1 mois, 4 mois, 8 mois et 12 mois. Donc, le recueil de suivi était réalisé à la fois par téléphone et à la fois par questionnaire, un auto-questionnaire qui était rempli par les mamans, soit sur papier, soit sur Internet. Alors, les modalités de recueil des pratiques alimentaires étaient assez complexes. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai listé ici un certain nombre de choses qui ont été recueillies, le nombre de tétés, les quantités des tétés, des biberons, l'âge moyen de l'arrêt à l'allaitement maternel, l'âge au moment également de l'introduction de nouveaux aliments. L'enquête portait également sur la diversification, donc à partir de 4 mois, on avait un interrogatoire assez important sur les aliments qui avaient été introduits dans l'alimentation de chacun de ces nouveau-nés. Là, je reviens ensuite sur les problèmes de définition de l'allaitement maternel. Donc, nous, on a séparé, comme l'enquête était allée jusqu'au 1 an de l'enfant, on a à la fois un allaitement maternel qui est classifié sans diversification pour les débuts de vie et un allaitement maternel avec diversification plus tard, quand les enfants commencent à manger des aliments solides à partir de 3-4 mois, comme on le verra tout à l'heure. Donc je voulais revenir sur les définitions d'allaitement maternel exclusif. Il faut savoir pour l'OMS, l'allaitement maternel exclusif ne concerne que le lait maternel. Les enfants ne reçoivent rien d'autre, pas d'eau, pas de tisane, pas de jus de fruits, qui rentre ça dans la définition d'allaitement maternel prédominant. Donc très souvent, dans la plupart des études que vous verrez au niveau international ou au niveau national, en fait, ces deux notions d'allaitement maternel exclusif et prédominant sont mélangées. Et dans la plupart des études, l'allaitement exclusif signifie juste que l'allaitement maternel n'est pas associé à des biberons de préparation de nourrissons du commerce. Donc cette définition est très compliquée à recueillir. C'est vrai que pour être capable de pouvoir dire que des enfants sont allaités de façon exclusive, il faut avoir des données sur leur consommation en eau, en jus de fruits, en tisane, en eau sucrée, etc. Donc c'était le cas dans Epiphan, c'est rarement le cas dans les autres études, c'est le cas aussi dans l'étude de ELF, bien sûr, mais dans la plupart des papiers que vous pourrez voir sur l'allaitement maternel, on n'a souvent pas d'informations précises sur ce qui complète l'alimentation lactée et le lait maternel. Alors j'en arrive au résultat. 136 maternités donc, ont participé à l'enquête Epiphan. 3368 couples mère-enfant ont été inclus. On a un taux de participation à la maternité qui était assez élevé, 81%, ce qui n'est pas quelque chose d'étonnant dans ce type d'enquête sur
sur l'allaitement et sur la santé des enfants, mais c'est quand même un taux qui est largement supérieur à la plupart des enquêtes en général. Et on avait un taux de suivi qui était assez bon aussi, puisqu'à 12 mois, on a réussi à suivre encore 83% des mamans qui avaient été incluses à la maternité. Alors en matière d'initiation d'allaitement maternel, donc le taux d'initiation d'allaitement maternel à la maternité, on était à 74% dans l'étude Epiphane, avec 59% d'allaitement maternel exclusif ou prédominant, donc j'ai regroupé à chaque fois ces deux notions, et 15% d'allaitement maternel mixte, donc où l'enfant recevait à la fois du lait maternel et un biberon de préparation pour nourrissons. Juste une précision sur ce chiffre, il est un petit peu supérieur à ce qu'on a dans ELF et dans la dernière enquête nationale périnatale, pour une raison assez précise, et on retombait en fait exactement sur le 69% des enquêtes nationales périnatales de l'époque, mais là on a rajouté, on avait une question dans Epiphane qui portait sur qui demandait aux femmes à la maternité, est-ce que vous avez essayé de donner le sein à votre bébé? Et donc on a rajouté ces essais d'allaitement maternel à la maternité, qui, comme vous le verrez tout à l'heure, échouent très vite. Mais du coup, ça nous semblait important d'intégrer dans ce taux d'initiation d'allaitement maternel ces 5% de femmes qui ont tenté d'allaiter leur enfant et qui n'ont pas réussi pour des raisons diverses. En matière de durée d'allaitement maternel, donc on a évalué une durée médiane d'allaitement parmi les mères qui avaient commencé un allaitement à la maternité, donc qui est de 105 jours, soit 15 semaines, quel que soit donc le degré d'exclusivité de l'allaitement maternel. Et si on s'intéresse à l'allaitement maternel exclusif ou prédominant, on tombe très vite là à 24 jours, donc à moins de 4 semaines de médiane. C'est des courbes de survie en fait. Pour les techniciens, c'est des courbes Kaplan-Meier, c'est-à-dire qu'on tient compte, quand on décrit ces courbes-là, à la fois des personnes qu'on perd de vue au fur et à mesure du suivi. Donc quand on suivait les enfants, les mamans pendant 1 an, on a un certain nombre de femmes donc, qui ont disparu de l'enquête, 17%, et donc on tient compte dans ces calculs, dans ces courbes, de cette attrition. Alors, si on regarde d'abord le début de la courbe, donc on retrouve notre 74% d'allaitement à la naissance. Alors vous avez la partie blanche du haut du tableau qui concerne les enfants qui ne sont pas ou qui ne sont plus allaités. Donc à 1 mois, vous voyez qu'il y a 46% des enfants qui ne sont pas allaités, ça veut dire qu'il restait encore 54% d'enfants allaités. À 6 mois, par exemple, on a encore 23% d'enfants qui étaient allaités, et donc à 1 an, il nous reste 9% d'enfants qui sont allaités. Alors ensuite, si on rentre dans le détail des courbes et des couleurs entre le bleu et le rouge, donc le bleu correspond à l'allaitement maternel exclusif pour ce qui est pointillé bleu et prédominant pour ce qui est hachuré bleu. Donc là, on s'aperçoit qu'on descend aussi très très vite en début de vie, puisqu'on tombe rapidement de plus de 10 points au cours des premiers jours. Alors c'est valable pour l'allaitement en général global, mais c'est valable aussi de façon plus particulière quand on regarde le début de la courbe, avec une chute énorme qui correspond quasiment au retour des mères à domicile. Le début de la courbe est intéressant en ça, qui nous dit qu'effectivement il y a un problème, je pense, de suivi de ces femmes qui ont commencé un allaitement, qui ont initié un allaitement à la maternité, et qui, de retour chez elles, ne retrouvent probablement pas le soutien et les conseils dont elles auraient besoin. Au début de la vie, la partie rouge de la courbe correspond à ce qu'on appelle l'allaitement mixte, donc une association entre lait maternel et biberon de préparation pour nourrissons du commerce. Et puis à partir d'un moment, on a la diversification, alors c'est des hachures en rouge qui interviennent à partir de 3 mois et surtout à partir de 4 mois. Et donc là où on a un allaitement maternel qui se poursuit éventuellement, mais où l'enfant commence donc à avoir une alimentation qui se diversifie au fur et à mesure, et quasiment à 6 mois, on n'a plus que là, si on regarde les courbes, alors le chiffre n'est même pas sur le graphique, mais on a encore 3% d'allaitement maternel exclusif, donc ça veut dire que c'est des enfants qui, à cet âge-là, n'ont pas commencé non plus une alimentation diversifiée. Alors ensuite, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir quelles sont les caractéristiques aussi bien au niveau socio-démographique et puis des conditions de l'accouchement qui peuvent jouer sur ces taux d'allaitement. Alors j'ai fait exprès ici de reprendre des analyses qui sont non pas brutes mais qui ne sont pas ajustées pour qu'on voit bien l'effet de ces différentes caractéristiques sur l'allaitement. Alors en rouge vous avez les variables ou les modalités des variables dans lesquelles les femmes ont tendance à moins allaiter, soit à la maternité avec des taux d'initiation d'allaitement à la maternité qui sont plus bas que dans les autres. Donc si on regarde par exemple la première variable sur l'âge,
on s'aperçoit que les femmes les plus jeunes, entre 18 et 24 ans, ont des taux d'allaitement plus bas que leurs aînés, que les femmes qui accouchent à un âge un peu plus élevé. Le taux d'allaitement à la maternité varie donc de 67% pour les femmes de 18-24 ans à 76% presque pour les femmes qui accouchent au-delà de 35 ans. Et on s'aperçoit, si on regarde les taux d'allaitement à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois, que cette différenciation entre les plus jeunes et les plus âgés se poursuit dans la durée également. Donc, ce qui signifie que les femmes jeunes, non seulement ont un taux d'initiation d'allaitement plus faible, mais que globalement, elles vont allaiter moins longtemps que leurs aînés. Alors, sur le statut matrimonial, on s'aperçoit que les femmes mariées ont tendance à allaiter plus souvent à la maternité et de façon également plus prolongée, puisque les différences se poursuivent jusqu'à 12 mois. C'est le cas, et ça c'est très important, quand on regarde aussi le lieu de naissance. Les femmes qui sont nées à l'étranger donc allaitent de façon beaucoup plus marquée que les femmes qui sont nées en France. Et ça, pareil, ça joue aussi, non seulement au moment de l'initiation de l'allaitement à la maternité, mais ça joue aussi sur la durée de l'allaitement, puisqu'on voit que les différences restent significatives également jusqu'à 12 mois. Les fumeuses ont tendance à allaiter moins souvent à la maternité, et elles allaiteront aussi dans une durée qui sera plus faible que les non-fumeuses. Ensuite, sur la parité, on a quelque chose d'intéressant, là, parce que c'est pour ça que je vous ai laissé des données non ajustées. On s'aperçoit, quand on regarde d'abord les taux à la maternité, que les primipares ont tendance, de façon significative, à allaiter plus souvent que les femmes qui accouchent de leur deuxième enfant ou de 3 enfants et plus. Mais on s'aperçoit que cette association s'inverse à partir de 3 mois. Donc ça veut dire aussi probablement que les primipares ont tendance à allaiter moins longtemps leur enfant que les multipares. Et puis on comprend bien aussi là qu'on a un problème d'ajustement avec d'autres variables probablement, et en particulier l'âge. C'est vrai que les choses sont différentes entre des primipares très jeunes de 18-24 ans qui vont allaiter très peu, alors que des primipares plus âgées, au-delà de 35 ans, vont allaiter, elles, de façon plus massive, leurs enfants. Alors, il y a d'autres variables qui vont rentrer en ligne de compte, on les verra après. J'ai juste après déjà la PCS, donc la profession des femmes. On s'aperçoit qu'à la maternité, de façon assez nette, les professions supérieures ont tendance à allaiter plus souvent, et d'initier en tout cas plus souvent un allaitement que les femmes employées ou ouvrières. Et puis cette différence s'estompe au fur et à mesure pour laisser finalement, à partir de 6 mois et 12 mois, des taux d'allaitement qui sont plus importants chez les femmes, donc sans profession, ce qui paraît assez logique aussi. Mais par contre, on s'aperçoit aussi que les femmes ouvrières donc, allaitent moins souvent, que ce soit à la maternité, et ça c'est valable jusqu'à 6 mois. Après, elles sont toujours un peu en dessous par rapport à d'autres, mais de façon non significative. Donc la profession joue aussi. Le moment de la reprise du travail, naturellement, joue aussi. On s'aperçoit que les femmes qui ont repris le travail avant 4 mois ont tendance à moins allaiter que celles qui ont repris le travail plus tard. Et là-dessus, j'y reviendrai de façon un peu plus précise à la fin de ma présentation, tout à l'heure. Alors je continue encore de balayer ces caractéristiques. Donc, je parlais tout à l'heure de la PCS, mais on a aussi également une variable qui est très importante, c'est le niveau scolaire. Donc on s'aperçoit que les femmes de niveau collège ont tendance à allaiter moins souvent leur enfant à la maternité, et elles auront également tendance à allaiter moins longtemps ces enfants, puisque jusqu'à 6 mois, elles ont des taux d'allaitement qui sont plus faibles, en particulier que les femmes d'un niveau scolaire supérieur. Ensuite, ça c'est des choses qui sont relativement bien connues et établies. Le contact peau à peau dans l'heure qui a suivi l'accouchement permet de favoriser un allaitement maternel, et un allaitement maternel qui dure aussi, puisqu'on s'aperçoit que la différence entre celles qui ont eu un contact peau à peau dans l'heure et celles qui ont un contact peau à peau différé au moment de l'accouchement, on s'aperçoit qu'à 6 mois, on a encore une différence d'allaitement entre ces deux catégories de femmes. Les préparations à l'accouchement jouent un rôle aussi très important, avec là un effet qui s'estompe un peu dans la durée, parce qu'à partir de 6 mois, on n'a plus de différence significative entre celles qui ont suivi au moins une séance, ce qui n'est pas beaucoup, mais au moins une séance, la différence se faisait là-dessus, et les femmes qui ont suivi aucune préparation à l'accouchement. Et puis on s'aperçoit également que le mode de délivrance, donc voie basse ou césarienne, entraînait une différence de taux d'allaitement à la naissance qui s'estompe au fur et à mesure du temps qui passe. Donc en matière de durée, les mamans qui ont allaité et qui avaient eu une césarienne finissent aussi quand même par durer dans l'allaitement autant que celles qui ont eu un accouchement par voie basse. Après les autres variables, les interprétations, enfin ce qui se passe est un petit peu moins clair. Sur les grossesses multiples,
on a une différence à la naissance, mais qui se maintient tout le temps, mais qui est moins importante à certains moments, qui était non significative à la naissance et qui a l'air de devenir significative dans la durée. La prématurité ne jouait pas à la naissance, mais par contre dans la durée, on a l'impression que les femmes qui ont accouché au-delà de 37 semaines allaitent plus longtemps leur enfant que les autres. Le poids de naissance jouait alors là, de façon très peu sensible à la naissance, mais après on retrouve une association significative à 6 mois. Un peu de mal à expliquer ce qui se passe. On a aussi des variations liées aux effectifs qui ne sont pas très importants là. Et une autre information intéressante qui concerne donc la corpulence, dans l'étude d'Epiphane, au moment de l'initiation de l'allaitement, on n'avait pas de différence entre les femmes en surpoids ou obèses et puis les femmes d'un statut de corpulence normal. On retrouve par contre ce genre d'association dans d'autres études, mais on s'aperçoit aussi que le rôle de la corpulence joue différemment et en particulier, on aurait besoin de stratifier nos analyses sur le lieu de naissance des femmes. On a vu tout à l'heure que les femmes étrangères allaitaient beaucoup plus que les femmes nées en France et ça joue éventuellement sur la corpulence. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à la durée de l'allaitement maternel, on s'aperçoit là également que le lieu de naissance modifie les associations entre un certain nombre de caractéristiques et le fait d'avoir un allaitement maternel qui dure plus ou moins. Quand on regarde chez les femmes d'abord nées à l'étranger, la durée de l'allaitement maternel est associée à en fait très peu de variables. Donc, il y a l'âge, les femmes de 25-34 ans nées à l'étranger allaitent plus facilement que celles plus jeunes de 18-24 ou les plus âgées de 35 ans et plus. Celles qui n'ont pas repris le travail dans les 12 mois allaitent plus facilement. Et également, le type de grossesse joue, là, celles qui ont accouché d'un enfant versus celles qui ont une naissance multiple, donc allaiter plus fréquemment. Quand on regarde par contre les femmes nées en France, on s'aperçoit que là, la durée de l'allaitement maternel est associée à tout un tas de facteurs, alors à la fois socio-économiques, mais également liés à la naissance. Donc on retrouve le statut matrimonial, on retrouve le niveau scolaire, on retrouve la profession, on retrouve le moment de la reprise du travail, on retrouve le fait de fumer ou ne pas fumer, et là on retrouve la corpulence, donc, qui est une des variables qui est associée à la durée de l'allaitement dans un certain nombre de publications qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et on retrouve également un certain nombre d'associations avec des variables qui sont liées aux conditions de l'accouchement. Donc, est-ce qu'il y a eu des séances de préparation à l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu contact peau à peau dans l'heure qui a suivi l'accouchement ou est-ce qu'il a été différé? Et puis on retrouve une association donc, sur le type de grossesse simple ou multiple et sur le poids de naissance de l'enfant. Les enfants de plus de 4 kg étaient plus fréquemment allaités que ceux de moins de 4 kg. Je voulais juste vous montrer cette courbe. Tout à l'heure, dans les courbes de décroissance de l'allaitement maternel, on a été surpris quand on a analysé ces courbes-là parce qu'on s'attendait à avoir une cassure au moment de la reprise du travail. Et en fait, il n'y en a pas. Donc, on a essayé de creuser un peu plus ce phénomène. Et donc là, on a refait ces mêmes courbes en séparant les femmes selon le moment où elles ont repris leurs activités professionnelles. Donc la courbe rouge en bas est la courbe d'allaitement maternel des femmes qui ont repris avant 4 mois. Donc on s'aperçoit qu'elles sont très en dessous des autres. Et par contre, dans les autres courbes, donc on avait coupé pour les femmes qui avaient repris leur activité professionnelle entre 4 et 6 mois, 6 et 12 mois, et celles qui n'ont pas repris au moment où nous, on a arrêté l'enquête, c'est-à-dire à 1 an de l'enfant. Et on s'aperçoit que sur les premiers 6 mois, quasiment, ces 3 courbes sont quasiment enchevêtrées. Ça veut dire que quel que soit en fait le moment où la femme a repris son activité, on a l'impression qu'elle a essayé de maintenir au moins pendant 150 jours, un allaitement maternel quand elle avait décidé d'allaiter son enfant. Et puis la cassure qu'on attendait dans la courbe générale se produit dans la courbe noire, donc qui est donc la courbe des femmes qui ont repris une activité professionnelle entre 4 et 6 mois. Et là, effectivement, autour de 150 jours, de 6 mois, on a une courbe qui s'infléchit vers le bas pour la courbe noire et qui correspond donc effectivement là, à une reprise de l'activité pour ces femmes-là. Mais globalement, ça veut dire que soit les femmes, de façon par anticipation, vont décider de ne pas allaiter du tout éventuellement dès la naissance, soit elles vont anticiper leur retour au travail en arrêtant soit bien avant le retour au travail, etc. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'en regardant un peu plus précisément, on s'est aperçu quand même qu'à peu près un quart des femmes qui allaitaient étaient retournées au travail en continuant d'allaiter.
Donc ça, c'est un chiffre qui nous semblait assez important. 25% donc des mères reprennent le travail en poursuivant leur allaitement. Et du coup, là, pareil, on a voulu regarder un petit peu plus loin en se disant, est-ce que ces femmes qui reprennent le travail et qui continuent l'allaitement, est-ce que c'est pour quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que c'est sur la durée? Et on s'aperçoit que les 3/4 d'entre elles ont poursuivi leur allaitement en travaillant au moins pendant 1 mois et plus. Donc voilà, donc des données sur la reprise de travail qui sont aussi là au niveau national et qui sont assez peu fréquentes sur des données françaises. On confirme avec EpiFamm donc, que l'augmentation des taux d'initiation de l'allaitement maternel, qui était déjà observée dans les enquêtes nationales périnatales et dans Health, et puis surtout on a pu mettre en évidence donc, une augmentation probable de la durée médiane, puisque dans les années 90, on a vu qu'on avait quelques enquêtes locales qui parlaient d'une médiane à 8 semaines, on est au moins à 15 semaines en 2012-2013 avec EpiFamm, en matière d'allaitement global. Ce qu'on a montré également, c'est que l'allaitement maternel, chez les mères qui sont nées en France, est très marqué socialement. Il dépend du niveau scolaire, il dépend de la profession. Ce que je voulais dire également, c'est que la promotion de l'allaitement maternel et son maintien au cours de la première année, c'est-à-dire sur la durée, devrait être particulièrement ciblé sur ses caractéristiques particulières. Essayer de voir si on peut faire une information particulière à ces femmes qui ont tendance à moins allaiter. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est d'entamer aussi une réflexion peut-être sur ce qui tourne autour de la reprise du travail. On s'aperçoit qu'effectivement des femmes continuent d'allaiter tout en reprenant leur travail, mais ça représente quand même moins d'une femme sur 5 qui allaitent au moment où elles reprennent le travail. Et on s'aperçoit également que ces femmes qui allaitent et qui retournent au travail sont probablement dans une démarche très volontaristes d'allaitement maternel ou éventuellement bénéficient donc de conditions particulières dans le cadre de leur travail. Et donc là, il y aurait des réflexions éventuellement à poursuivre dans ce sens-là. Il y a eu un certain nombre de travaux. Il y a 2 bulletins des BEH, c'est les bulletins épidémiologiques hebdomadaires de l'Agence nationale de santé publique France. Donc il y a eu un premier travail en 2012 sur le taux d'allaitement à la maternité, un deuxième sur les durées, et puis il y a un rapport qui est disponible donc, sur le site de Santé publique France sur l'ensemble des résultats d'EpiFamm qui reprend d'une part les résultats en matière d'alimentation lactée, mais également les résultats en matière de diversification alimentaire. Et puis dans les perspectives, on travaille donc en ce moment sur les histoires de reprise d'activité professionnelle, et on a une doctorante qui travaille avec nous, qui a fait une première publication sur la diversification et qui travaille actuellement, sa thèse porte sur le lien entre corpulence, allaitement et rétention du poids postpartum.